René Magritte est un peintre surréaliste belge. Il est né à Lessines le 21 novembre 1898, je ne sais pas à quelle heure. Il n'est pas grand, il n'est pas gros, il est trapu, plutôt robuste, carré des épaules qu'il rejette en arrière. Ses cheveux, blond foncé, sont extrêmement drus. Ses yeux sont gris, sa peau l'est aussi. Belles mains carrées, petits pieds. Son visage est tourmenté, non point comme celui d'un ascète ou d'un romantique, mais comme celui du vieux chinois, mélancolique et malicieux que l'on voit sur les potiches. Ses goûts en peinture, il n'en a pas. Et là, je peindrais des choses qui m'intéresseraient et me feraient plaisir. Pas beaucoup. Une toile de temps en temps. Des tableaux que l'on ne pourrait sans doute pas montrer. Ses préférences vont au café noir, au Chianti, à sa femme, aux cigarettes, à lui-même. Magritte est mondialement connu pour son œuvre provocatrice et mystérieuse. Une grande partie de ses tableaux a été réalisée dans le petit appartement où il logeait. Depuis 1999, cet appartement est devenu le musée René Magritte. Il est situé au 135 rue Esseguem, dans un quartier modeste de Jette, commune de la périphérie de Bruxelles. Mais c'était encore très campagnard. Il y avait beaucoup de terrains vagues et moi j'habitais rue des Augustines. C'était la guerre et donc les enfants ne partaient pas en vacances. Donc on jouait beaucoup à l'extérieur, on jouait à la rue. Et c'est comme ça que je voyais passer, à des heures particulières, où il n'y avait pas d'autre homme vraiment, un monsieur avec son chien. Et alors ce qui me frappait aussi, c'est qu'il avait parfois un chapeau boule ou un chapeau noir, mais des charentaises. Je dis c'est quelqu'un qui m'intriguait. Sans savoir, je trouve que c'était un personnage particulier. Il ne ressemblait pas aux autres personnes. Au fil de ce documentaire, vous serez invité à découvrir l'étape la plus passionnante de la vie de cet artiste. René Magritte arrive à Bruxelles en 1915, année où il entre à l'Académie des Beaux-Arts. C'est au cours de ces années que le peintre commence à fréquenter un groupe de jeunes artistes belges. Il développe et expérimente divers styles picturaux, comme le cubisme et le futurisme, jusqu'à la découverte d'une œuvre surréaliste du peintre italien de Chirico, Le Chant d'amour, qui impressionne fortement le jeune René, au point de développer une peinture figurative qui va lui permettre d'évoquer le mystère du monde. Mais alors il a eu le flash connu pour Chirico, qui était un peu le précurseur de tout le monde, parce que Chirico faisait un sort de surréalisme avant tout le monde, qui n'était même pas nommé surréalisme à l'époque, dans les années 10. Il a fait un tableau, Le Chant d'amour, qu'il a touché, et où il voit une association incongrue d'objets qui n'ont pas de rapport, au fait. Ça donnait un flash chez Magritte.
Et c'est là qu'il a senti que c'était ça. Au fait, c'est qu'il a toujours peut-être voulu peindre, quelque chose allait dans ce sens-là. Donc il a cherché sa voie, n'ayant pas de programme lui-même, au fait, à part que sans doute il voulait créer une nouvelle peinture, il avait quand même un certain besoin d'originalité qui est certain. Un jour, par hasard, Magritte retrouve au jardin botanique une amie d'enfance, Georgette Berger, qui peu de temps après deviendra sa femme. Pour comprendre la raison pour laquelle le jeune couple a élu domicile à Gênes en 1930, il faut revenir quelques années en arrière. Le peintre s'expatrie à Paris. C'est là qu'il se lie d'amitié avec Man Ray et Paul Éluard. Le poète belge Camille Goumans inaugure une galerie surréaliste où il expose des œuvres de René Magritte. En 1929, il réalise une de ses œuvres les plus connues, La trahison des images, avec la célèbre phrase « Ceci n'est pas une pipe ». Mais suite à un litige avec André Breton, le couple décide de quitter Paris et rentre à Bruxelles. Alors les surréalistes français commencent à monter à Paris, disons ça commençait à germer là. Et Magritte, on dit officiellement 26, mais disons que vers 25, il fait quand même déjà ses premiers tableaux qui sont clairement surréalisants pour rester définitivement dans cette voie-là. Et plus tard, il a simplement certaines sous-tendances, comme la période vache, la période noire, où il fait une certaine évolution, un changement, mais toujours avec des thèmes qui sont très surréalistes et des sujets qui le restent en tout cas. Donc on peut même dire que depuis lors, il n'a jamais quitté la voie principale du surréalisme. Les Magritte, qui ont des difficultés financières, décident de louer le rez-de-chaussée et le jardin d'une maison à Gênes. Afin de pouvoir payer le loyer, Georgette travaille comme vendeuse, tandis que Magritte, dont l'œuvre a encore très peu de succès, réalise des travaux publicitaires, occupation qu'il appelle « travaux imbéciles ». Elle est passée à des heures régulières et elle allait prendre un tram au bas de la rue des Augustines. Je suppose qu'elle travaillait. Et alors elle revenait à des heures régulières et là je la rencontrais parfois chez l'épicier. Pendant cette période, le groupe surréaliste belge se réunit dans l'appartement de Magritte pour parler d'art et donner des noms aux tableaux que le peintre vient d'achever. Le groupe se réunissait également dans les tavernes bruxelloises comme le Sirio, le Greenwich ou encore la Fleur en papier doré qui appartenait au poète Gérard Van Bruan, ami de René Magritte. La première exposition de Magritte aux États-Unis aura lieu en 1936, dans la galerie de Julian Levy à New York. Il n'y vend aucun tableau, ceux-ci seront acquis par le galériste lui-même. En 1938, les œuvres de Magritte sont présentées lors de l'exposition internationale du surréalisme dans la Galerie des Beaux-Arts de Paris, une des manifestations les plus importantes au monde. En 1940, au début de la guerre, Magritte séjournera pendant une courte période dans le sud de la France, puis rentrera en Belgique et ne quittera plus Bruxelles jusqu'à la fin des hostilités. Georgette n'a pas participé à cette fugue, si on peut même dire, parce que c'était un peu comme ça en vitesse par le train. Les raisons officielles, c'est que Georgette ne voulait pas laisser seule sa sœur et qu'elle était trop attachée ou qu'elle croyait qu'il y avait plus facile à survivre ici. Mais c'est un rare exemple, peut-être le seul dans leur vie de couple qui se séparent quand même pour un certain temps. Et imaginez-vous qu'il aurait été resté bloqué à Carcassonne où finalement il s'est retrouvé avec les Skutner. C'était pas exclu qu'ils s'étaient séparés pour plus d'un an ou quelques années et tout ça aurait pu avoir lieu. Parce qu'il n'a pas été question que Georgette plus tard allait le rejoindre. En tout cas. La période Renoir est un peu collée à la Deuxième Guerre mondiale, qui est un peu le contraire parce que c'est une période à style assez enjoué, impressionniste, donc période Renoir on dit. Mais au fait, Magritte trouvait qu'il fallait plus de couleurs dans la vie. Donc il trouvait la vie assez morne, assez triste. Et lui, il avait décidé, avec quelques amis littéraires autour de lui, qu'il fallait plus de peps et donc plus d'engouement. Et de là, il a été peindre d'une façon plus colorée encore qu'avant et plus vibrante. Et ça, c'est clair qu'il y a un rapport, peut-être pas avec son quotidien, mais avec la vie autour de lui.
Au dernier étage de la maison, l'artiste disposait d'un petit grenier où il entreposait toutes ses œuvres. Le rez-de-chaussée loué par le couple Magritte est composé d'un grand salon, d'une chambre, d'un couloir qui mène au petit atelier de l'artiste et enfin de la cuisine et de la salle de bain. Il disposait également du jardin au fond duquel Magritte avait fait construire le studio d'Ongo. La façade arrière de la maison qui donne sur le jardin était découverte, formant une terrasse à chaque étage. Depuis, un mur a été élevé, créant de nouvelles pièces à la place de ces terrasses. Magritte choisit les couleurs des murs de sa maison comme s'il s'agissait d'une grande toile. Domine le vert et le bleu, couleurs que l'on retrouve en permanence dans ses tableaux. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'il a deux frères dont il est l'aîné. Il y a Raymond qui est le second, Paul est le plus jeune. Paul était aussi un certain côté artiste, étant musicien, Charleston, Foxtrot, ce genre de rengaine-là, pendant les années 20, 30, avant-guerre en tout cas, il a régulièrement composé, donc il s'est essayé de faire un petit nom avec ça et de vivre un peu de ça, donc il avait un côté artistique. Il a un peu participé à certaines activités du groupe même, et allait parfois aux réunions. Par contre, Raymond était très peu présent, parce que Raymond avait plus l'esprit du père, plus l'esprit commerciant, mercantile, donc il a fait plutôt des affaires qui ont assez bien marché, parce qu'au moins c'était le seul des trois qui avait des moyens, et qui achetait des tableaux, tout simplement parce qu'il pouvait se le permettre, et en même temps, avec ça, il aidait un peu Magritte. Paul et Georgette n'étaient pas en pure amitié totalement, ils ne se sentaient pas tout à fait. Les autres, bien là-dedans, Magritte et Betty, ça allait, et d'autres combinaisons peut-être aussi, mais entre Paul et Georgette, malgré qu'ils ne s'évitaient pas, hein, mais on a quand même plusieurs témoignages aussi par lettre, où tu sens qu'il y a une certaine distance. Paul composa les pièces qui furent jouées lors de leur mariage. Ces objets sont parmi les plus représentés par Magritte. Il disait lui-même qu'il ne lui était pas nécessaire de faire de grands déplacements pour créer. Il lui suffisait de regarder autour de lui, dans sa maison, pour trouver des objets et les placer dans ses tableaux. C'est Georgette qui s'occupait des meubles et de la décoration de l'intérieur, utilisant principalement des meubles hérités du père de Magritte. Était un introverti qui se déclarait très peu sur tous ses sentiments. Donc là, on a quand même eu des témoignages où il manifeste direct ou via des copains, où il déclare son amour pour elle, répété plusieurs années. Elle qui était peut-être un peu discrète là-dessus, l'a moins manifesté, mais apparemment, elle a l'air, oui, de l'avoir aimé aussi. En tout cas, c'est un couple qui a duré, à part une certaine routine, comme c'est souvent le cas, qui s'est installée. Et ça explique peut-être en partie aussi que Magritte a quand même, autant le signaler, eu des fugues vers faire des bordels, etc., mais qui était pour lui quelque chose d'acquis, pour ainsi dire, puisque c'était un trait de famille. Le père avait déjà ça, et les trois frères, et c'était quand même trois garçons, là, ils ont été très jeunes dans la région de Charleroi, en visite de bordel. Ils trouvaient ça presque naturel, normal, donc je crois que Magritte n'a jamais eu l'impression que c'était un comportement très alternatif. Et donc il a même un peu installé ça dans sa vie de couple, peut-être pas direct, mais quand même après quelques années. En partie même accepté par Georgette, je ne dis pas qu'elle a été tout à fait heureuse avec ça, mais sans doute elle a accepté parce qu'il n'y avait pas moyen de le faire changer d'idée. Et ça a quand même duré plusieurs années jusqu'après la guerre, disons jusqu'aux années 50,
un peu jusqu'au moment qu'il quitte, il s'y jette sans qu'il y ait un rapport, parce qu'à un moment j'ai cru qu'il y avait un rapport géographique, après il s'éloignait encore plus du quartier chaud à la gare du Midi où il allait régulièrement, mais au fait la distance est restée la même. Donc je crois que c'est plutôt un l'âge. Magritte prenait quand même de l'âge, à 55 ans, il était un peu vieux avant, il se sentait vieillir aussi, et tu le vois plein de fatigue, etc. Et d'un autre côté, qui devenait plus connu, donc ça devenait un peu plus audacieux d'aller circuler systématiquement dans ce quartier quand il devenait un personnage un peu connu, quoi. Dans cette étrange photographie, prise par le photographe belge Roland Durcel, Magritte apparaît sur ce point de connexion entre couloir et atelier, entre vie et art. Le couloir est le lien entre vie et art, la connexion entre la vie quotidienne de l'artiste et son espace de création, le petit atelier. Dans la salle à manger, Magritte peint. Oh, il occupe seulement un coin de la pièce, où sans délice ni apparat, le peintre besogne. Son matériel est très modeste. Magritte a créé plus de 1800 œuvres tout au long de sa vie, dont la moitié a été peinte dans cette pièce. Voici le cadeau que Man Ray fit à Magritte, qu'il accrocha dans son atelier. Fait étrange, puisqu'il n'était pas enclin à accrocher des œuvres sur les murs. Son atelier était le point de rencontre de beaucoup de surréalistes belges. Cette bibliothèque était située dans le couloir, il y stockait ses livres. Par ailleurs, il faut souligner l'intérêt croissant de Magritte pour le cinéma, si bien qu'il finit par se procurer une caméra 8 mm afin de développer sa créativité. Il écrivit même un scénario de film policier, son genre préféré. Dans cette pièce aussi, Magritte se nourrit, reçoit ses visiteurs, mène la vie quotidienne. De cet endroit, l'on apercevait jadis la volière pleine d'oiseaux. Depuis, oiseaux envolés, et leur habitacle a servi de bois de chauffage. Voici la cuisine du couple. C'est là que Georgette préparait le repas pendant que Magritte peignait. La salle de bain fut agrandie quand Magritte commença à vendre ses travaux de publicité.
Le grenier était utilisé par Magritte uniquement pour stocker les tableaux qu'il peignait et ne parvenait pas à vendre. C'est ici qu'il a stocké près de 800 œuvres qu'il a peintes au cours de cette période. Le jardin avait deux fonctions principales. C'était d'abord l'espace de jeu de Loulou, le petit chien du couple. Il servait aussi aux réunions du groupe surréaliste au cours desquelles avaient lieu des festivités masquées et déguisées. On y créait des œuvres, on y récitait des poèmes. Ces festivités étaient organisées par Georgette. Cet atelier a été construit par les frères Magritte au fond du jardin afin de créer les travaux publicitaires que leur commandaient une dizaine de clients. René appelait ces commandes des travaux imbéciles. Curieusement, l'un de ces travaux lui valut une grande renommée aux États-Unis. La couverture d'une revue artistique où était dessinée une pomme avec un des masques que Magritte et ses amis portaient lors de leur fête déguisée. Il se trouvait seul à peindre au fond du jardin et que Magritte n'avait pas besoin de quelqu'un pour dialoguer comme ça tout le temps, mais bien une présence un peu autour de lui. Donc qui était sa femme quand elle était à la maison, plutôt dans l'appartement. Donc assez vite, il a préféré l'intérieur, donc même la salle à manger carrément pour peindre. Et alors, au lieu de l'abandonner, ça aurait pu être le cas naturellement, il a redestiné le studio d'Ongo, qui est devenu un peu son studio de publicité. Et alors, ça se faisait là, dans une petite firme qu'il a montée sous le même nom avec son frère, où Paul était plutôt le commerçant qui faisait les contacts avec les clients. Et après la guerre, ça a perdu cette destination, et alors c'est devenu plutôt un fourre-tout. Disons, l'endroit classique où on mettait des meubles qui étaient de trop dans l'intérieur et qui servaient à différentes choses, quoi. Et peut-être de temps en temps aussi, une fois, un petit coup de pinceau. Mais ça, c'est plus officiel alors. Magritte et Georgette vécurent au total 24 ans dans cette maison, période pendant laquelle ils vécurent des expériences qui les ont fait grandir et rester ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Et plus âgés, alors quand j'ai travaillé, etc., en fait, le bureau pour lequel je travaillais, c'était des assureurs, des courtiers en assurance, et ils avaient loué, donc ils avaient acheté leur maison rue des Mimosas. Je me suis dit, ils sont nouveaux sur mon chemin. Et alors lui, je ne l'ai pas revu, mais j'ai croisé sa femme chez le pharmacien et là, de nouveau, chez l'épicier. Et je n'ai jamais osé dire, vous savez, je vous connais depuis que je suis petite. Ça, j'ai jamais osé dire. Les Magritte louent en 1954 un appartement boulevard Lambermont, dans la commune de Scarbeck. Quartier où ils achèteront finalement une maison
dans laquelle ils s'installèrent jusqu'à la fin de leur jour. Cette période fut celle de la reconnaissance et du succès pour le peintre belge, avec de nombreuses expositions et des rétrospectives importantes à Minneapolis, New York, Houston, Rotterdam, Stockholm, etc. Et au fond, c'est un jour, comme je vous disais, au début du mariage, mon mari ouvre le journal et je vois une photo de Magritte, un article qui lui est consacré. Je dis, je le connais, c'est l'homme avec le petit chien. Mon mari me dit, mais enfin, mais je dis, je ne savais pas que c'était lui. Et à ce moment-là, j'ai raconté les mêmes souvenirs à mon mari. L'artiste meurt à son domicile le 15 août 1967 et est enterré au cimetière de Schaerbeek.